Faire toutes ces vidéos, c'est très fatigant. J'ai besoin de vacances. D'abord, les États-Unis. Et ensuite, un endroit exotique. La Corée? Ou peut-être le Japon? De la bonne nourriture, une culture fascinante, plein de manières de me retrouver gêné de ne pas comprendre les coutumes locales. C'est parfait, non? Mais j'ai remarqué quelque chose de bizarre en réservant mon billet pour l'Asie. On dirait que mon vol fait un détour par l'Alaska. Pourquoi est-ce que mon avion fait tout pour éviter l'océan Pacifique? C'est une erreur? Est-ce que j'ai réservé la route Caribou? On peut croire que c'est par raison de sécurité. Le Pacifique est le plus grand et le plus profond des océans. Si un avion rencontre un problème alors qu'il le survole, les pilotes auront du mal à s'en sortir sans aucun endroit pour atterrir. L'Alaska n'est peut-être pas l'endroit avec le plus d'aéroports internationaux, mais c'est quand même mieux que le milieu de l'océan. Ça pourrait devenir un slogan pour attirer les touristes, non? L'Alaska, c'est quand même mieux que de couler. Je m'excuse auprès d'Alaska. Bon, ce n'est pas non plus complètement faux de se dire que c'est lié à des raisons de sécurité. En décidant de leur trajet, beaucoup de pilotes préfèrent rester proches du plus grand nombre d'aéroports possible. Il y a très peu de situations d'urgence comparé au nombre d'avions dans le ciel chaque jour. Mais je pense qu'il n'y a rien de plus stressant que de perdre un moteur à 10 000 mètres d'altitude au milieu de l'océan Pacifique. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle les compagnies aériennes évitent l'océan. En fait, cela permet d'économiser de l'essence et du temps. On oublie souvent qu'une compagnie aérienne reste une entreprise. Une entreprise dont les profits dépendent de la faculté de celle-ci à déplacer des passagers le plus vite possible à moindre coût. Et les voyageurs préfèrent aussi se déplacer le plus vite possible, donc c'est gagnant-gagnant. Donc en bref, la vitesse est souvent le facteur principal pour décider du plan de vol. À part lorsqu'il y a des conditions spécifiques, comme devoir traverser des jet streams ou d'autres événements météorologiques particuliers, la route la plus rapide est souvent la ligne droite. Mais attends, regarde bien ce trajet. Il n'a rien d'une ligne droite. Eh oui, mais c'est parce que tu regardes sur une carte plate. Mais notre planète n'est pas plate. Ça peut être perturbant parce qu'on a l'habitude de regarder les cartes en 2D, à moins que tu ne sortes ta map monde à chaque fois que tu veux voir où un lieu se trouve. Sur une carte 2D, on a l'impression qu'éviter l'océan Pacifique rallonge beaucoup le trajet. Mais comme la Terre est une sphère, plus ou moins, une ligne droite paraît différente en 3D. Faisons une petite expérience. Tu as une map monde? Ah non, c'est vrai que tout le monde utilise Google Maps. Bon, je te montre sur la mienne. Je mets le bout d'une corde sur Los Angeles et l'autre sur Tokyo. Quand je l'attends, tu peux voir que la corde n'est pas parallèle aux lignes de latitude du globe. Elle passe un peu au-dessus car elle suit la courbe de ma mini-Terre. Cet effet est bien plus prononcé dans la réalité étant donné que ma map monde n'est pas une reproduction parfaite de la Terre. En fait, le problème est qu'elle est trop parfaite. Dans la réalité, la Terre n'est pas une sphère parfaite. Elle est un peu plus grosse vers l'équateur, comme moi après les vacances. Attends, qui a dit ça? Quand on regarde des photos prises de l'espace, on ne voit même pas la différence. La planète est si grosse qu'on ne remarque pas les différences de quelques centaines de kilomètres. Mais si on pouvait tendre une corde pour mesurer la circonférence de la Terre en passant par les pôles, tu aurais besoin de 40 008 km de corde. Si tu faisais la même chose au niveau de l'équateur, il t'en faudrait 40 072 km. Tu te demandes pourquoi? Parce que la planète tourne sur un axe. Tu as déjà tourné sur toi-même super vite quand tu étais petit? Tu te souviens de cette impression d'être éjecté vers l'extérieur? Moi, je ne me souviens que de la sensation de nausée, pas un bon souvenir. Bref, c'est un peu le même phénomène au niveau de l'équateur quand la Terre tourne. Une force la pousse à sortir un peu plus. Eh oui, tout ça parce qu'elle tourne vite. Si quelqu'un est sur l'équateur là, tu tournes à 1600 km/h. Cette différence de 64 km ne représente pas beaucoup, mais cela peut tout changer à l'échelle d'une planète. En combinant la courbe de la Terre et sa largeur plus importante à l'équateur, eh bien, il est plus rapide de voler en se rapprochant des pôles qu'en allant tout droit.
Mais bon, ça arrive quand même que des pilotes doivent traverser le Pacifique. Comment aller en Australie sinon? Bon, moi je n'aime pas trop les insectes géants et les araignées, mais chacun son truc. Je rigole les Australiens. Bref, les avions doivent aussi s'aventurer au-dessus de l'eau pour éviter des tempêtes. Ils peuvent affronter certains phénomènes météorologiques extrêmes comme des ouragans ou des tempêtes tropicales, mais de simples orages peuvent leur poser problème. Certains nuages vont jusqu'à 20 000 mètres d'altitude, ce qui force les avions à les contourner plutôt que de passer à travers ou de les survoler. Les avions modernes seraient tout à fait capables de traverser le nuage, mais cela causerait de fortes turbulences qui pourraient blesser les passagers et l'équipage à force d'être secoués. Eux et tous les bagages qu'ils transportent. C'est pour éviter cela qu'il faut toujours garder sa ceinture attachée. Une autre raison pour laquelle les avions voyagent parfois au-dessus de l'océan est pour avoir un vol plus tranquille. Même par temps clair, il y a bien moins de turbulences quand on survole la mer que la terre. En fait, la source principale de turbulences est l'air chaud qui s'élève du sol. Et il y a beaucoup d'air chaud qui sort de ce microphone. L'eau répartit la chaleur bien mieux que la terre, donc les avions qui survolent l'océan sont plus calmes. L'autre critère à prendre en compte pour choisir son plan de vol est les courants d'air, qu'on appelle souvent des jet streams. Ces courants d'air à haute altitude existent au niveau de la troposphère. C'est la couche d'atmosphère de la Terre la plus basse, et celle dans laquelle la plupart des événements météorologiques ont lieu. La frontière entre la troposphère et la couche du dessus, la stratosphère, s'appelle la tropopause. Son altitude varie entre 6 et 19 km au-dessus de la surface terrestre. Cette variation crée des changements rapides dans la température de l'air et la pression, ce qui forme un tunnel de vent qui peut atteindre des vitesses supérieures à 320 km/h. Les vitesses extrêmes sont souvent atteintes en hiver, quand la différence de température est plus grande. En général, le vent se déplace à 130-225 km/h. Ce n'est pas rien. Il y a 4 jet streams principaux, 2 dans chaque hémisphère, qui vont surtout de l'ouest à l'est, du fait de la rotation de la Terre. Les avions utilisent surtout le jet stream polaire, qui se forme vers le cercle arctique, et le jet stream subtropical proche de l'équateur. Ils sont tous les deux longs de plusieurs milliers de kilomètres et larges de seulement quelques kilomètres. Voler sur un jet stream peut raccourcir un trajet de quelques heures, mais mieux vaut éviter d'aller à son encontre. Mais attention, les jet streams peuvent être aussi dangereux. Une sorte de turbulence qu'on appelle turbulence atmosphérique peut se créer aux extrémités des vents. Ce genre de turbulence est presque impossible à prédire et est bien plus intense que la normale. Les accidents liés aux turbulences sont rares, mais ils existent. Un accident particulièrement grave a eu lieu en 1997 alors qu'un avion allant de Tokyo à Honolulu a chuté après avoir heurté une turbulence atmosphérique. Les pilotes ont réussi à reprendre le contrôle de l'avion, mais beaucoup de passagers ont été éjectés de leur siège. Les plans de vol doivent donc être faits avec vigilance pour tirer profit des jet streams sans se mettre en danger. Répète après moi, garde ta ceinture en permanence. En fait, on peut avoir du mal à comprendre le choix des trajets d'avion parce qu'ils sont liés à des facteurs auxquels on ne pense pas tous les jours. Les effets du jet stream ne se sentent qu'à des dizaines de milliers de mètres d'altitude. Et la courbe de la Terre n'est pas très intéressante, à moins de voyager à des centaines de kilomètres sur de longues distances. Et ma voiture n'y arrivera jamais. Du moins, pas tout de suite. J'ai quelques idées, mais on gardera ça pour une autre vidéo qu'on appellera « 7 choses auxquelles ne pas attacher des fusées ». Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, aime cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voilà d'autres vidéos cool pour toi, choisis juste celle de gauche ou de droite et reste avec sympa.